La lumière dorée du crépuscule traversait les immenses baies vitrées de la terrasse, inondant le salon d'une lueur presque irréelle. Caleb Aran se tenait là, immobile, contemplant Paris qui s'étendait à ses pieds comme un tableau vivant. Les toits d'ardoise scintillaient sous les derniers rayons du soleil. La tour Eiffel se dressait au loin, majestueuse et indifférente. Tout ce luxe, toute cette beauté, et pourtant, il se sentait vide. À 30 ans, Caleb possédait tout ce dont la plupart des gens rêvaient. Héritier d'un empire technologique bâti par son père, il avait multiplié la fortune familiale, transformé l'entreprise Aran Technology en une référence mondiale de l'innovation. Son appartement du 16e arrondissement valait des millions, ses voitures de collection dormaient dans un garage climatisé, ses costumes sur mesure occupaient un dressing entier. Les femmes se pressaient autour de lui lors des galas, les hommes d'affaires sollicitaient son opinion, les journalistes scrutaient ses moindres gestes. Mais personne ne le voyait vraiment. Un léger bruit attira son attention. Il tourna la tête et aperçut Léa Montérieux qui traversait discrètement le salon, un panier de produits ménagers à la main. Elle portait son uniforme habituel, pantalon noir simple, chemisier blanc impeccable, et ses cheveux châtains étaient attachés en une queue de cheval pratique. Comme toujours, elle se déplaçait avec une grâce naturelle, presque silencieuse, respectueuse de l'espace qu'elle occupait. « Bonsoir, monsieur Aran », dit-elle doucement en inclinant légèrement la tête. « Bonsoir, Léa », répondit-il, surpris par la chaleur involontaire dans sa propre voix. Elle s'apprêtait à continuer vers la cuisine lorsqu'il l'arrêta. « Léa, attendez un instant. » Elle se retourna, une expression interrogative sur son visage délicat. Ses yeux noisettes le regardaient avec cette franchise qu'il trouvait si rare dans son monde. Pas de calcul, pas de séduction artificielle, juste une attention polie et sincère. « Oui, monsieur ?» Caleb hésita. Depuis 2 ans qu'elle travaillait pour lui, ils avaient échangé des milliers de bonjours et bonsoirs, quelques commentaires sur la météo, des remerciements polis, mais jamais de vraies conversations. Et pourtant, il savait des choses sur elle. Il savait qu'elle lisait Proust pendant ses pauses, qu'elle fredonnait du Debussy en nettoyant, qu'elle refusait toujours le café qu'il lui proposait, mais acceptait volontiers un verre d'eau. Il savait aussi, grâce à des bribes de conversation téléphonique qu'il avait surprises, qu'elle s'occupait d'une mère malade et d'un frère adolescent. « Comment va votre mère ?» demanda-t-il finalement. L'étonnement traversa le visage de Léa. Elle cligna des yeux, manifestement surprise qu'il se souvienne. « Elle va mieux, merci. Le nouveau traitement semble efficace. Et vos études? Vous aviez mentionné une fois que vous étiez en lettres. » Un voile de tristesse passa dans son regard, si fugace que quelqu'un de moins attentif l'aurait manqué. J'ai dû interrompre il y a 3 ans, mais j'espère reprendre un jour. Caleb hocha la tête, conscient qu'il venait de toucher une corde sensible. Il voulut dire quelque chose, qu'il trouvait admirable son dévouement, qu'elle méritait mieux que de nettoyer les appartements de gens comme lui. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je vous laisse terminer », dit-il finalement, détournant le regard vers la baie vitrée. Léa acquiesça et disparut vers la cuisine. Caleb entendit le bruit de l'eau qui coulait, le léger frottement du chiffon sur le marbre, des sons ordinaires, apaisants dans leur simplicité. Il ferma les yeux et prit une longue inspiration. Demain soir aurait lieu le bal de la Renaissance, l'événement caritatif le plus prestigieux de Paris. 3 000 € le billet, tout le gratin de la capitale serait présent. Caleb y allait chaque année, accompagné d'une starlette ou d'une héritière différente à chaque fois. Des femmes magnifiques qui riaient trop fort à ses plaisanteries médiocres et qui disparaissaient dès que les photographes s'éloignaient. Cette année, il n'avait invité personne. L'idée lui était venue la semaine précédente, folle et improbable. Une idée qui aurait fait sourire ses associés et horrifié sa mère. Mais plus il y pensait, plus elle prenait racine dans son esprit. Il en avait assez des apparences, des faux semblants, des conversations creuses. Il voulait quelque chose de vrai, ne serait-ce qu'une soirée. Il voulait emmener Léa Montérieux au bal.
Le lendemain matin, Caleb se réveilla avec une détermination inhabituelle. Le soleil filtrait à travers les rideaux de sa chambre, projetant des motifs géométriques sur le parquet ciré. Il consulta son téléphone. 7h30. Léa arriverait dans 1 heure pour son service du mercredi. Il se leva, prit une douche rapide et enfila un jean et un pull en cachemire, délaissant son costume habituel. Dans la cuisine, il prépara du café, ses mains tremblant légèrement. C'était ridicule. Il avait négocié des contrats de millions d'euros sans sourciller, pris la parole devant des auditoriums bondés, mais l'idée de cette conversation le rendait nerveux comme un adolescent. À 8h25 précise, la sonnette retentit. Léa était toujours ponctuelle. Caleb ouvrit la porte et la trouva sur le palier, son sac à dos sur l'épaule, vêtue de son uniforme impeccable. Elle leva les yeux, surprise de le voir déjà levé. « Bonjour, monsieur Aran. Vous êtes matinal aujourd'hui. »« Bonjour, Léa. J'ai préparé du café. Vous en voulez une tasse ?» Elle hésita, comme toujours, lorsqu'il lui proposait quelque chose qui sortait du cadre strictement professionnel de leur relation. « Je ne voudrais pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Asseyez-vous. » Il désigna les tabourets hauts autour de l'îlot central de la cuisine. Léa posa son sac avec précaution et s'installa, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Caleb lui servit une tasse de café et en prit une pour lui-même, s'asseyant en face d'elle. Un silence s'installa, pas tout à fait inconfortable, mais chargé d'anticipation. Léa but une petite gorgée de café, ses sourcils se levant légèrement. « C'est excellent, » dit-elle sincèrement. « Grains éthiopiens, torréfaction artisanale, » répondit Caleb automatiquement, avant de se maudire intérieurement. Pourquoi fallait-il toujours qu'il mentionne le prix ou la provenance des choses? Léa sourit poliment et but une autre gorgée. Caleb inspira profondément. « Léa, je dois vous parler de quelque chose. C'est inhabituel. » Elle posa sa tasse et le regarda attentivement. Ses yeux noisaient empreints de curiosité mêlée d'inquiétude. « Vous souhaitez modifier mes horaires? Ou bien, non, rien de tel. En fait, c'est à propos du bal de la Renaissance qui a lieu ce soir. » L'incompréhension se peignit sur le visage de Léa. « Le bal? Oui, chaque année j'y vais avec avec une accompagnatrice. Cette année, je n'ai invité personne, et j'aimerais que vous m'accompagniez. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Léa le regardait fixement, comme si elle essayait de déchiffrer une langue étrangère. Puis elle cligna des yeux et secoua légèrement la tête. « Je ne comprends pas. Vous voulez que je travaille au bal? Pour servir ou... » « Non, » l'interrompit doucement Caleb. « Je vous demande de m'accompagner en tant qu'invité. Ma cavalière, si vous préférez. » Le rouge monta aux joues de Léa. Elle baissa les yeux vers sa tasse de café, ses doigts se crispant autour de la porcelaine. « Monsieur Aran, je ne pense pas. Ce n'est pas approprié. Je suis votre employé. Je sais. Et je sais que ma demande peut paraître étrange. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. » Caleb se pencha légèrement en avant, cherchant ses mots avec soin. « Depuis 2 ans, vous êtes la seule personne dans mon existence qui me traite comme un être humain normal, pas comme un portefeuille ambulant, pas comme un trophée à exhiber. Vous êtes authentique, Léa, et j'en ai assez de passer mes soirées entourées de gens qui ne voient en moi qu'un compte en banque. » Léa releva la tête, ses yeux brillants d'émotion. Elle semblait débattre intérieurement, partagée entre la surprise, la méfiance et quelque chose d'autre, peut-être de la compassion. « Je suis flatté, vraiment, mais je ne peux pas. Je n'ai rien à me mettre pour un événement pareil. Je ne connais rien à ces milieux. Je serais ridicule. Et 3 000 €, dit Caleb calmement. Léa s'interrompit, bouche entr'ouverte. « Pardon? Je vous donnerai 3 000 € pour une robe, des chaussures, tout ce dont vous aurez besoin, sans condition. Même si vous refusez finalement de m'accompagner, l'argent est à vous. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. 3 000 € représentaient presque 3 mois de son salaire. Elle secoua la tête vigoureusement. « Non, non, je ne peux pas accepter une telle somme. C'est trop. Pour moi, c'est le prix d'un costume que je porterai peut-être 2 fois. Pour vous, cela pourrait signifier reprendre vos études plus tôt, soulager votre mère. Réfléchissez-y, Léa. » Elle se leva brusquement, faisant grincer le tabouret sur le sol.
Son visage exprimait un mélange de confusion et de fierté blessée. « Vous pensez que je peux être acheté? Que mon intégrité a un prix? » « Non, » répondit Caleb fermement, en se levant à son tour. « Je pense que vous êtes quelqu'un de remarquable, qui mérite de vivre une soirée exceptionnelle. Et je pense que votre présence à mes côtés serait un honneur pour moi, pas l'inverse. » Léa le regarda longuement, scrutant son visage comme pour y déceler une trace de moquerie ou de manipulation. Mais elle n'y trouva que de la sincérité, une sincérité brute et presque douloureuse. « Je dois réfléchir, » murmura-t-elle finalement. « Prenez votre temps, mais le bal est ce soir à 20h. Elle hocha la tête, ramassa son sac et se dirigea vers la salle de bain pour commencer son travail, laissant Caleb seul dans la cuisine avec son café refroidi et son cœur battant la chamade. Léa passa les 2 heures suivantes à nettoyer l'appartement dans un état second. Ses gestes étaient mécaniques, automatiques, tandis que son esprit tournait en boucle autour de la proposition insensée de Caleb Aran. Un bal. Le bal de la Renaissance, dont elle avait lu des articles dans les magazines que Madame Dubois, sa voisine, lui prêtait parfois. Des photos de robes somptueuses, de bijoux étincelants, de visages célèbres souriant aux photographes. Un monde à des années-lumière du sien. Elle passa l'aspirateur dans le bureau, épousseta les étagères de la bibliothèque, changea les draps de la chambre d'amis. Caleb s'était enfermé dans son bureau après leur conversation, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses. 3 000 €. Cette somme résonnait dans sa tête comme un chiffre irréel. Avec cet argent, elle pourrait payer les médicaments de sa mère pour 6 mois, acheter à son frère Lucas l'ordinateur dont il avait besoin pour ses études. Peut-être même s'inscrire à un cours du soir à l'université, mais à quel prix? Léa s'arrêta devant le grand miroir du couloir et s'observa. Cheveux tirés en arrière, visage sans maquillage, mains rougies par les produits ménagers. Comment pourrait-elle se tenir aux côtés d'un homme comme Caleb Aran? Les gens se moqueraient. Ils la regarderaient avec mépris, chuchoteraient sur son passage. La faccinera, murmurerait-il en portugais dans son esprit, avant qu'elle ne se reprenne. Non, la femme de ménage en français. Elle termina son service vers 11h. En rangeant ses affaires, elle entendit la porte du bureau s'ouvrir. Caleb apparut, les cheveux légèrement ébouriffés, les lunettes de lecture encore sur le nez. Il avait l'air fatigué, mais déterminé. « Léa, avant que vous partiez », elle se retourna, son sac déjà sur l'épaule. « Je voulais vous dire que je comprends vos réticences. Cette proposition était peut-être inappropriée, mais je la maintiens. Si vous changez d'avis, appelez-moi, à n'importe quelle heure. » Léa hocha la tête sans répondre et quitta l'appartement rapidement, comme si elle fuyait quelque chose. Dans le métro qui la ramenait vers le 18e arrondissement, vers son petit studio près de la Goutte d'Or, elle repensa à tout ce qui s'était dit. La sincérité dans la voix de Caleb l'avait touchée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il y avait de la solitude dans ses yeux, une tristesse qu'elle reconnaissait, celle des gens qui ont tout sauf l'essentiel. Elle rentra chez elle et trouva sa mère assise près de la fenêtre, une couverture sur les genoux, un livre fermé sur ses mains. Élise Montérieux leva les yeux à son arrivée et sourit faiblement. « Ma chérie, comment s'est passée ta journée ?» Léa embrassa sa mère sur le front et s'assit à ses côtés. « Maman, il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui. » Elle raconta tout, la proposition, l'argent, sa confusion. Élise l'écouta attentivement, ses yeux gris remplis de sagesse malgré la fatigue de la maladie. « Et que ressens-tu, toi ?» demanda-t-elle quand Léa eut terminé. « Je ne sais pas. J'ai peur d'être humiliée, peur de ne pas être à ma place. » « Tu es à ta place partout où tu choisis d'être, Léa. La question est, veux-tu y aller ?» Léa réfléchit. Une partie d'elle, la partie pratique, raisonnable, lui criait de refuser. Mais une autre partie, plus petite mais insistante, lui soufflait que peut-être juste cette fois, elle méritait de vivre quelque chose d'extraordinaire. « Je crois que oui, » murmura-t-elle finalement. Élise sourit et prit la main de sa fille. « Alors vas-y, et montre-leur qui tu es vraiment. » À 14h, Léa décrocha son téléphone et composa le numéro que Caleb lui avait donné des mois auparavant pour les urgences. Il répondit à la première sonnerie. « Léa,
Oui, j'accepte, mais à une condition. Laquelle? Je ne veux pas 3 000 euros. Je veux juste de quoi avoir une tenue décente. Le reste, vous le donnerez à une association caritative. Un silence, puis la voix de Caleb, plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. D'accord, merci Léa. Elle raccrocha, le cœur battant. Elle venait de franchir une ligne invisible, et elle ne savait pas encore si c'était vers la liberté ou vers le désastre. Le temps sembla s'accélérer dès que Léa raccrocha. Elle resta un moment immobile, au milieu de son petit studio, le téléphone encore à la main, comme si l'appareil allait se mettre à lui expliquer la marche à suivre. Puis, une pensée surgit, claire et évidente. Anaïs. Elle attrapa son sac et sortit presque en courant après avoir prévenu sa mère qu'elle ne rentrerait qu'en fin d'après-midi. Dans l'escalier, son cœur battait vite, à la fois à cause de la précipitation et de l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Anaïs tenait un petit atelier de couture dans une rue perpendiculaire au boulevard Barbès. Ancienne camarade de fac, elle avait abandonné ses études d'histoire de l'art pour monter son propre atelier où elle retouchait des vêtements et créait, parfois, de vraies petites merveilles à partir de presque rien. Léa poussa la porte vitrée surmontée d'une enseigne peinte à la main, Atelier Anaïs, retouche incréation. Une clochette tinta. Anaïs, penchée sur une robe de mariée posée sur un mannequin, leva la tête. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon désordonné, un mètre ruban autour du cou. « Léa, ça alors, ça fait une éternité !» Léa lui sourit, légèrement essoufflée. « J'ai besoin de toi. Aujourd'hui. Maintenant. C'est une urgence absolue. » Anaïs plissa les yeux, amusée. « Tu as enfin décidé de jeter ton jean troué et de t'habiller comme une adulte civilisée ?» Léa rit, ce qui soulagea un peu la tension qui la serrait depuis le matin. « Pire. Je vais à un bal ce soir. » Le silence qui suivit fut si total qu'on aurait entendu tomber une épingle, ou plutôt une aiguille vu l'endroit. Anaïs cligna des yeux, puis éclata de rire. « Arrête, je viens de piquer mon doigt, tellement c'est absurde. Un bal? Quel genre de bal? Le bal de la Renaissance ?» Anaïs la dévisagea, bouche entr'ouverte. « Tu te moques de moi? Le truc avec les ministres, les actrices, les gens qui ont une montre qui vaut mon loyer annuel? Celui-là même. » Lentement, le rire d'Anaïs s'éteignit. Elle reposa son épingle et s'approcha de Léa, l'observant comme si elle voyait une version alternative de sa meilleure amie. « Raconte-moi tout. Maintenant. » Léa raconta. Caleb, sa proposition, l'argent qu'elle avait refusé en partie, la condition qu'elle avait posée. Anaïs l'écouta sans l'interrompre, les bras croisés, les sourcils froncés. « C'est fou, » conclut-elle, « complètement fou. Mais tu as bien fait d'accepter. »« Ah, tu crois? Léa, tu passes ta vie à t'occuper des autres, tu as mis tes études en pause, tu fais des ménages dans des endroits où ils n'ont même pas conscience de la chance qu'ils ont. Une soirée où tu seras au centre, où tu auras le droit d'exister autrement, tu la mérites. » Léa sentit ses yeux picoter. « Le problème, c'est que je n'ai rien pour y aller. » Un sourire malin étira les lèvres d'Anaïs. « Là, par contre, tu t'adresses à la bonne personne. » Elle se dirigea vers un portant au fond de l'atelier et en sortit une housse en tissu noir. « J'avais commencé ça pour un concours, puis j'ai manqué de temps. C'est une base, pas encore finie, mais avec ton fameux budget, de quoi être décente. On peut la transformer en quelque chose de spectaculaire. » Elle ouvrit la housse. Léa découvrit une robe en satin bleu nuit, simple dans sa coupe, mais d'une élégance évidente. Un bustier droit, une jupe longue légèrement évasée. « Anaïs, c'est magnifique. Pour l'instant, c'est juste joli. On va la rendre inoubliable. Enfile-la. » Dans la petite cabine au fond de la boutique, Léa se changea, tremblante. Lorsqu'elle sortit, la robe épousait sa silhouette avec une précision surprenante, comme si Anaïs l'avait faite pour elle sans le savoir. « Bon sang !» souffla Anaïs. « Tu es... Waouh !» Léa se regarda dans le miroir piqué accroché au mur. Elle avait du mal à se reconnaître. La robe soulignait sa taille fine, révélait la courbe élégante de ses épaules. Elle passa une main sur le tissu. On va reprendre légèrement le bustier, ajouter quelques broderies à la taille et à l'ourlet, et peut-être un jeu de boutons dans le dos.
Tu as jusqu'à quelle heure? Il passe me chercher à 20 heures. Anaïs vérifia l'heure sur son téléphone. Alors on a 5 heures pour transformer une citrouille en carrosse. Pas de panique. Les heures suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon de fils, d'épingles et de rires nerveux. Anaïs travaillait avec une concentration fébrile, ses doigts allant et venant, avec une assurance née de l'habitude. Par moments, elle demandait à Léa de faire quelques pas, de tourner, de lever les bras. « Tu vas devoir apprendre à marcher, comme si tu portais ça depuis toujours », lança-t-elle en piquant une épingle dans l'ourlet. « J'ai du mal à réaliser que tout ça est réel », murmura Léa. « Eh bien, prépare-toi, parce que j'ai aussi un plan pour tes cheveux et ton maquillage. Tu crois quoi? Que je vais envoyer ma meilleure amie au bal avec un chignon de femme de ménage ?» En fin d'après-midi, la robe était métamorphosée. De délicates broderies ton sur ton soulignaient la taille et descendaient comme de fines branches le long de la jupe. Anaïs avait ajouté une légère traîne, juste assez pour évoquer le luxe sans gêner la marche. Léa se tenait devant le miroir, la gorge nouée. « Je n'ai pas de mots, dit-elle enfin. Ne dis rien, souviens-toi seulement, tu as autant ta place là-bas que n'importe qui. Leur argent ne vaut pas plus que ta dignité. » Anaïs coiffa Léa en un chignon bas légèrement flou, laissant quelques mèches encadrer son visage. Un maquillage discret, mettant en valeur ses yeux noisettes et la douceur de sa bouche, compléta la transformation. Lorsque Léa regarda une dernière fois son reflet, une pensée à la fois lumineuse et terrifiante traversa son esprit. Ce soir, elle ne serait plus seulement la femme de ménage de Caleb Aran. Elle serait une femme qu'on devrait regarder en face, sans pouvoir l'ignorer. Sur le chemin du retour, un sac contenant sa robe soigneusement pliée à la main, Léa sentit une angoisse sourde se mêler à une excitation brûlante. Et si elle se ridiculisait? Et si tout cela n'était qu'une fantaisie capricieuse de milliardaire qui la laisserait briser une fois la soirée terminée? Elle inspira profondément en entrant dans l'immeuble de sa mère. Non, elle avait fait un choix. Ce soir, elle n'irait pas pour Caleb, ni pour l'argent, ni pour le prestige. Elle irait pour se prouver à elle-même qu'aucun lieu, aucun milieu, aucune salle illuminée de lustre n'était interdite à quelqu'un qui marchait la tête haute. Et quelque part, dans un bureau avec vue sur Paris, Caleb Aran regardait l'heure tourner, le nœud dans son estomac se resserrant à mesure que la soirée approchait. À 19h30, Caleb se tenait devant son miroir, ajustant pour la 3e fois son nœud papillon. Le smoking noir Armani lui allait parfaitement, comme toujours. Boutons de manchette en platine, chaussures italiennes cirées à la perfection, montre Patek Philippe au poignet. L'uniforme habituel du milliardaire parisien. Mais ce soir était différent. Ses mains tremblaient légèrement. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de son chauffeur. « Henri, vous êtes prêt ?»« Oui, monsieur Arendt, j'attends devant l'immeuble. »« Parfait. On passera prendre mademoiselle Montérieux dans le 18e avant de nous rendre au Shangri-La. » Un silence éloquent suivit. Henri travaillait pour la famille Aran depuis 20 ans. Il avait vu défiler des dizaines de femmes au bras de Caleb, toutes issues du même milieu. Héritières, mannequins, actrices. Jamais une femme de ménage. « Très bien, monsieur, » répondit finalement Henri d'un ton neutre. Caleb raccrocha et descendit. Dans l'ascenseur, il croisa Madame Belmont, sa voisine du 7e étage, une veuve richissime qui passait ses journées à organiser des thés et à collectionner les ragots. « Oh, Caleb, vous allez au bal ce soir ?»« Oui, Madame Belmont. »« Avec qui donc ? J'ai entendu dire que vous n'aviez invité personne cette année. Les mauvaises langues murmurent déjà. » Caleb lui sourit poliment. « Je préfère garder la surprise. » Elle plissa les yeux, frustrée, mais n'eut pas le temps d'insister. Les portes s'ouvrirent sur le hall d'entrée. La Mercedes noire l'attendait, Henri au volant dans son costume sombre impeccable. Caleb monta à l'arrière et donna l'adresse de Léa. Le trajet à travers Paris se fit dans un silence pesant. Caleb regardait défiler les rues illuminées, les cafés bondés, les couples qui flânaient main dans la main. Un monde simple qu'il observait toujours de l'autre côté d'une vitre teintée. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble de Léa, un bâtiment modeste aux façades fatiguées, Henri ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil interrogateur dans le rétroviseur. Caleb l'ignora et descendit de la voiture. Il composa le code que Léa lui avait envoyé par SMS.
et monta les escaliers jusqu'au 3e étage. La cage d'escalier sentait l'humidité et le détergent bon marché. Sur un palier, un vélo d'enfant était attaché à la rampe. Caleb réalisa soudain à quel point leur monde était éloigné. Il frappa doucement à la porte marquée « Montérieux ». Une femme d'une 50aine d'années ouvrit, mince, pâle, mais avec les mêmes yeux noisettes que Léa. Elle le dévisagea un instant avant de sourire faiblement. « Monsieur Aran, je présume. Entrez ». L'appartement était minuscule, un studio transformé en 2 pièces par une cloison improvisée. Mais il était d'une propreté impeccable, décoré avec goût malgré les meubles bon marché. Des livres partout, des plantes sur le rebord de la fenêtre, une odeur de lavande flottant dans l'air. « Léa sera prête dans un instant », dit Élise Montérieux en lui désignant le petit canapé. « Elle est un peu nerveuse. » Caleb s'assit, mal à l'aise dans son smoking 3 pièces au milieu de ce décor modeste. « Madame, je voulais vous dire, je ne cherche pas à profiter de ma fille ?» l'interrompit Élise avec un sourire doux mais pénétrant. « Je sais, je vous ai observé, monsieur Aran. Pas physiquement, bien sûr, mais à travers ce que Léa me raconte. Vous êtes quelqu'un de seul. » Caleb cligna des yeux, surpris par cette franchise. « Et Léa aussi est seule, même si elle ne l'admet jamais. » continua Élise. « Elle s'occupe de moi, de son frère, de tout le monde, sauf d'elle-même. Alors, si cette soirée peut lui rappeler qu'elle a le droit d'exister autrement que comme un pilier pour les autres, alors, je vous en suis reconnaissante. » Avant que Caleb ne puisse répondre, une porte s'ouvrit. Léa apparut. Le temps sembla se suspendre. Elle portait la robe bleu nuit qui épousait sa silhouette avec une élégance troublante. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué, révélant la courbe gracieuse de son cou. Le maquillage discret soulignait la profondeur de son regard et la délicatesse de ses traits. Elle tenait une petite pochette argentée empruntée à Anaïs et portait des escarpins noirs simples mais élégants. Caleb se leva lentement, incapable de détacher son regard d'elle. Il avait vu des centaines de femmes, magnifiques dans sa vie, vêtues de robes de haute couture et parées de diamants. Mais aucune ne l'avait jamais bouleversé comme Léa en cet instant. « Vous êtes... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Vous êtes magnifique. » Léa rougit légèrement, ses doigts se crispant sur sa pochette. « Merci, vous aussi. Je veux dire, vous êtes très élégant. » Élise sourit depuis le canapé, les yeux brillants d'émotion. « Allez-y avant que je me mette à pleurer comme une mère qui envoie sa fille au bal de promo. » Léa s'approcha de sa mère et l'embrassa tendrement sur le front. « Je t'aime, maman. Amuse-toi, ma chérie. Et souviens-toi, tu vaux autant que n'importe qui dans cette salle. » Dans l'escalier, Léa manqua de trébucher sur ses talons. Caleb lui offrit son bras instinctivement. Elle hésita une seconde avant de l'accepter et ils descendirent ainsi, côte à côte, dans un silence chargé d'émotions non dites. Lorsqu'ils sortirent de l'immeuble, Henri ouvrit la portière arrière de la Mercedes. Son visage resta impassible, mais Caleb vit la surprise traverser brièvement son regard lorsqu'il aperçut Léa. « Bonsoir, mademoiselle, dit-il poliment. « Bonsoir, répondit Léa d'une voix légèrement tremblante. Elle monta dans la voiture, Caleb s'installa à ses côtés. Le cuir souple, l'espace généreux, l'éclairage tamisé, tout cela semblait irréel après son studio exigu. La Mercedes démarra en direction du 16e arrondissement, vers l'hôtel Shangri-La, où se tenait le bal. Paris défilait derrière les vitres, ville de lumières et de contrastes, indifférente aux 2 personnes qui traversaient ces arrondissements avec le cœur battant. Caleb tourna la tête vers Léa. Elle regardait par la fenêtre, son profil découpé par les lumières changeantes des réverbères. Belle, digne, terrifiée. « Léa, dit-il doucement. » Elle se tourna vers lui. « Si à un moment vous vous sentez mal à l'aise, on part. Je vous le promets. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, merci. » Mais tous deux savaient qu'une fois qu'ils franchiraient les portes du Shangri-La, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. La Mercedes s'arrêta devant l'entrée majestueuse de l'hôtel Shangri-La. Des dizaines de photographes étaient massés derrière des barrières, leurs flashs créant une lumière stroboscopique aveuglante. Des voituriers en livrée ouvraient les portières des limousines qui se succédaient.
Un tapis rouge se déroulait jusqu'aux portes vitrées de l'hôtel. Léa sentit sa gorge se serrer. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Caleb posa doucement sa main sur la sienne. « Respirez, souriez si vous le voulez, ignorez-les si vous préférez. Mais surtout, marchez comme si vous étiez chez vous. » Henri ouvrit la portière côté Caleb. Celui-ci descendit le premier sous les cris des photographes. « Monsieur Aran, par ici !» Un sourire. Il contourna la voiture et tendit la main à Léa. Elle la prit, ses doigts tremblants dans les siens, et sortit de la Mercedes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant une fraction de seconde, les photographes cessèrent de mitrailler, décontenancés. Qui était cette femme? Pas une actrice connue, pas une héritière du bottin mondain. Puis les questions fusèrent comme des rafales. Qui est votre accompagnatrice, monsieur Aran? Mademoiselle, vous êtes mannequin. C'est officiel entre vous? Caleb ignora les questions et guida Léa vers le tapis rouge, son bras fermement passé sous le sien. Elle avançait avec une grâce naturelle, malgré la terreur qui lui nouait l'estomac. Les flashs crépitaient, aveuglants. Ils franchirent les portes vitrées et pénétrèrent dans le hall somptueux de l'hôtel. Des lustres de cristal descendaient du plafond comme des cascades de lumière. Des serveurs en smoking circulaient avec des plateaux de champagne. Et partout, des visages connus, ministres, acteurs, chefs d'entreprise, célébrités. Tous se retournèrent sur leur passage. Les conversations s'interrompirent. Les regards glissèrent sur Léa, la jaugeant, la scrutant. Certains avec curiosité, d'autres avec un mépris à peine dissimulé. Léa sentit le poids de ces centaines d'yeux sur elle, comme une pression physique. « Caleb !» Un homme dans la cinquantaine, costume gris anthracite impeccable, s'approcha d'eux. Philippe Marchand, l'un des principaux associés de Caleb. « Philippe !» répondit Caleb poliment. L'homme embrassa Caleb sur les deux joues avant de se tourner vers Léa, son sourire se figeant imperceptiblement. « Et voici, Léa Montérieux, » dit Caleb fermement. « Léa, je vous présente Philippe Marchand. » Léa tendit la main avec assurance. « Enchanté, monsieur Marchand. » Philippe lui serra la main mollement, son regard la parcourant de haut en bas. « Le plaisir est pour moi. Je ne crois pas vous avoir déjà vu lors de nos événements. »« Non, c'est ma première fois, » répondit Léa calmement. « Ah, et que faites-vous dans la vie ?» Le silence qui suivit fut chargé de tension. Léa sentit Caleb se raidir à ses côtés. Elle aurait pu mentir, inventer une profession respectable. Mais quelque chose en elle refusa. « Je travaille comme employé de maison, actuellement chez monsieur Aran. » Les yeux de Philippe s'écarquillèrent. Puis, un petit rire incrédule s'échappa de ses lèvres. « Vous plaisantez ?»« Non, » dit Léa en soutenant son regard. Philippe se tourna vers Caleb, stupéfait. « Tu as amené ta femme de ménage au bal de la Renaissance ?»« J'ai amené quelqu'un de remarquable, » répondit Caleb d'une voix glaciale. « Si tu veux bien nous excuser. » Il entraîna Léa vers la grande salle de bal avant que Philippe ne puisse ajouter quoi que ce soit. Derrière eux, Léa entendit distinctement un murmure se propager comme une onde dans la foule. La salle de bal était spectaculaire. Un plafond peint à la manière du XVIIIe siècle, des colonnes de marbre, des tables dressées avec une perfection maniaque. Un orchestre jouait une valse de Strauss. Des couples tournoyaient déjà sur la piste. « Je suis désolé, » murmura Caleb. « Philippe est un imbécile. Il a juste dit la vérité, » répondit Léa, sa voix tremblante malgré ses efforts pour paraître calme. « Je suis votre femme de ménage. Non, vous êtes Léa Montérieux, une femme intelligente, cultivée, qui mérite d'être ici autant que n'importe qui. » Elle le regarda, ses yeux brillants d'émotion contenue. « Vous le pensez vraiment ? » ?»« Absolument. » Un serveur passa avec un plateau. Caleb prit 2 coupes de champagne et en tendit une à Léa. Elle la prit, ses doigts frôlant les siens. « À quoi trinquons-nous » demanda-t-elle. « Au courage. » Ils trinquèrent doucement. Léa but une gorgée, le champagne pétillant sur sa langue. Autour d'eux, les conversations reprenaient, ponctuées de regards furtifs dans leur direction. Elle sentait le scandale se propager comme un feu, alimenté par chaque regard, chaque chuchotement. Une femme élégante dans une robe rouge s'approcha. Cheveux platine, diamants au cou, Isabelle de Courville,
célèbre pour sa langue acérée et son carnet d'adresses. « Caleb, mon cher, quelle surprise de te voir ce soir. » Son regard glissa vers Léa avec une froideur calculée. « Et qui est cette charmante jeune femme ?»« Léa Montérieux, » répondit Caleb, « enchanté. Et d'où venez-vous, ma chère ?» La question, apparemment innocente, était chargée de sous-entendus. Léa inspira profondément. « Du 18e arrondissement. » Le sourire d'Isabelle se fit carnassier. « Comme c'est pittoresque. Et vous travaillez dans quoi exactement ?» Avant que Léa ne puisse répondre, une voix masculine intervint. « Dans l'honnêteté, manifestement. Une denrée rare ici. » Ils se retournèrent. Un homme dans la quarantaine, barbe soignée, regard pétillant d'intelligence, leur souriait. Léa reconnut son visage. Julien Beaumont, le romancier à succès. « Julien, » dit Caleb, visiblement soulagé. « Bonsoir, Caleb. »« Bonsoir, mademoiselle. Ne laissez pas Isabelle vous intimider. Elle adore ça, mais elle est inoffensive. » Isabelle leva les yeux au ciel et s'éloigna, frustrée d'avoir perdu son public. Julien tendit la main à Léa. « Julien Beaumont. Et vous êtes manifestement la personne la plus intéressante de cette soirée, vu l'émoi que vous causez. » Léa lui serra la main, un sourire hésitant sur les lèvres. « Léa Montérieux. Et je ne cherche pas à causer d'émoi. C'est pourtant ce que vous faites, et c'est magnifique. » Pour la première fois depuis leur arrivée, Léa sentit la tension dans ses épaules se relâcher légèrement. Peut-être cette soirée ne serait-elle pas un désastre complet après tout. Julien Beaumont s'avéra être exactement ce dont Léa avait besoin, un allié inattendu dans cette mer d'hostilité feutrée. Il les guida vers leur table, gardant la conversation légère et spirituelle, déviant habilement les regards insistants qui suivaient leur trio. « Vous savez, » dit-il en tirant la chaise de Léa, « j'ai écrit un roman entier sur l'hypocrisie de notre belle société parisienne. Mais ce soir, je réalise que la fiction ne peut rivaliser avec la réalité. » Léa s'assit, reconnaissante de pouvoir enfin soulager ses pieds dans les escarpins. « Vous écrivez sur quoi exactement ?» Les yeux de Julien pétillèrent. « Sur les apparences qui tuent, les conventions qui étouffent, et les gens qui ont le courage de briser tout ça. Un peu comme vous ce soir, si j'ose dire. » Caleb s'assit à côté de Léa, attentif à chacune de ses réactions. Léa était en lettres avant de devoir interrompre ses études, dit-il doucement. « Vraiment ?» Julien se pencha en avant, visiblement intéressé. « Quelle spécialité ?»« Littérature française du 19e siècle, » répondit Léa, une lueur s'allumant dans ses yeux. « Flaubert, Zola, Maupassant ?»« Ah, une femme de goût. Avez-vous lu mon dernier roman, Les ombres du faubourg ?»« Oui, je l'ai emprunté à la bibliothèque municipale. » Julien sourit largement. « Et ?» Léa hésita, puis décida que l'honnêteté valait mieux que la flatterie. C'était brillant dans sa construction, mais je pense que vous avez sacrifié l'authenticité des personnages secondaires au profit de votre protagoniste. » Un silence tomba. Caleb retint son souffle. Puis Julien éclata de rire. « Mon Dieu, vous avez raison. Mon éditeur m'a dit exactement la même chose. »« Caleb, où avez-vous trouvé cette perle ? » ?»« Elle nettoyait mon appartement, » répondit Caleb avec un sourire en coin. « Et maintenant, elle nettoie notre arrogance collective. Parfait. » D'autres convives commencèrent à rejoindre leur table. Un industriel et sa femme, un diplomate, une directrice de fondation caritative. Tous jetèrent des regards surpris vers Léa, mais la présence protectrice de Julien et la posture défensive de Caleb les empêchèrent de poser des questions trop directes. Le dîner commença. Des serveurs apportèrent des assiettes de foie gras, puis du poisson, puis de l'agneau. Chaque plat était une œuvre d'art. Léa mangea avec précaution, observant discrètement comment les autres utilisaient leurs couverts. À sa droite, Caleb remarqua sa nervosité. « Vous vous débrouillez parfaitement, » murmura-t-il. « Je me sens comme une imposteur. Vous êtes la personne la plus authentique de cette salle. » Pendant le repas, la directrice de la fondation, Madame Duchamp, engagea la conversation. « Mademoiselle Montérieux, Caleb me dit que vous vous occupez de votre famille. C'est admirable. » Léa leva les yeux, surprise par le ton sincère. « Ma mère est malade. Mon frère a 15 ans. Quelqu'un doit s'occuper d'eux. Et vos études ? En pause. Mais j'espère les reprendre un jour.
Madame Duchamp hocha la tête pensivement. Nous avons des bourses pour des femmes dans votre situation. Si vous êtes intéressé, je peux vous mettre en contact avec notre département. Léa sentit sa gorge se serrer. Oui, merci, ce serait merveilleux. Caleb la regarda avec fierté. Elle commençait à voir que tous ici n'étaient pas des ennemis. Certains reconnaissaient simplement la valeur quand elle se présentait. Après le dîner, l'orchestre entama une valse. Les couples se levèrent pour danser. Caleb se tourna vers Léa. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Elle hésita. « Je ne sais pas valser. Moi non plus vraiment. On apprendra ensemble. » Il lui tendit la main. Elle la prit, et ils se dirigèrent vers la piste. D'autres couples les observaient. Certains avec curiosité, d'autres avec désapprobation manifeste. Caleb posa une main sur la taille de Léa, prit son autre main dans la sienne. Elle plaça sa main libre sur son épaule, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. 1, 2, 3, compta doucement Caleb. Laissez-vous guider. Ils commencèrent à bouger, maladroitement d'abord. Léa marcha sur son pied, s'excusa en rougissant. Mais progressivement, leurs corps trouvèrent un rythme commun. Elle se laissa porter par la musique, par la chaleur de la main de Caleb dans son dos, par la douceur de son regard. « Je pensais que cette soirée serait un cauchemar, » murmura-t-elle. « Et maintenant, c'est toujours terrifiant. Mais il y a des moments, comme celui-ci, où je me sens presque à ma place. » Caleb la regarda intensément. « Vous êtes à votre place, partout où vous choisissez d'être. » Autour d'eux, les autres danseurs ralentirent imperceptiblement, observant ce couple improbable qui tournoyait avec une grâce maladroite mais touchante. Certains souriaient, attendris malgré eux, d'autres fronçaient les sourcils, scandalisés. Philippe Marchand, appuyé contre le bar, observait la scène avec un mélange de confusion et d'irritation. « Ah, c'est pathétique !» marmonna-t-il à son voisin. « Il se ridiculise. »« Vraiment ?» répondit Julien Beaumont qui se tenait à côté de lui, un verre à la main. « Moi, je trouve ça courageux. Quand avez-vous fait quelque chose de courageux pour la dernière fois, Philippe ?» Philippe le fusilla du regard et s'éloigna. Sur la piste, Léa et Caleb dansaient, inconscients du monde autour d'eux. Pour quelques minutes, il n'y avait plus de milliardaires ni de femmes de ménage. Juste deux personnes qui découvraient qu'elles partageaient quelque chose de précieux, la solitude de ceux qui cherchent l'authenticité dans un monde d'apparence. La musique se termina. Ils s'arrêtèrent, leurs visages proches, leur respiration synchronisée. Un moment suspendu où tout aurait pu basculer. Puis les applaudissements éclatèrent, polis, mesurés, mais réels. Léa se retourna, surprise. Certains convives souriaient sincèrement. Elle réalisa qu'elle venait peut-être de franchir une première barrière invisible. Mais d'autres barrières, bien plus redoutables, les attendaient encore. La soirée progressait dans un équilibre précaire entre moments de grâce et instants de tension. Léa se retrouva entourée d'un petit groupe, Julien, Madame Duchamp et quelques autres convives, visiblement intrigués par cette femme qui osait défier les codes. Un homme élégant, aux tempes grisonnantes, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Ah, mademoiselle Montérieux, permettez-moi de me présenter. Docteur Laurent Ferrand. Je dirige une clinique dans le 15e. » Léa lui serra la main, reconnaissante de chaque interaction bienveillante. « Enchanté, docteur. J'ai entendu dire que votre mère était souffrante. Puis-je me permettre de demander de quelle pathologie il s'agit ? Une fibrose pulmonaire. Les traitements coûtent cher, mais le nouveau protocole semble efficace. » Le docteur Ferrand hocha la tête pensivement. « J'ai des collègues spécialisés dans ce domaine. Si votre mère a besoin d'un second avis ou d'un suivi complémentaire, contactez-moi. Je serai heureux d'arranger quelque chose. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes qu'elle refoula immédiatement. « Je ne sais pas quoi dire. Merci. Ne me remerciez pas. La médecine devrait être accessible à tous, pas seulement à ceux qui fréquentent ce genre d'endroit. » Caleb observait la scène depuis quelques pas, une émotion complexe lui serrant la poitrine. Léa brillait, pas par sa robe ou son apparence, mais par son humanité. Les gens qui prenaient le temps de lui parler découvraient ce qu'ils savaient depuis 2 ans. Elle était exceptionnelle, mais d'autres n'étaient pas aussi bien disposés.
Près du bar, un groupe de femmes en robe de haute couture gloussait méchamment. L'une d'elles, Caroline de Montfort, héritière et influenceuse, parlait assez fort pour être entendue. Franchement, c'est pathétique. Il essaie de jouer les philanthropes en amenant sa domestique. C'est du voyeurisme social. Peut-être qu'elle couche avec lui, suggéra une autre en riant. On sait tous que les femmes de ménage ont leur méthode. Chut, elles vont entendre, murmura une troisième, moins à l'aise. Mais Léa avait entendu. Elle se tenait à quelques mètres, son verre de champagne tremblant légèrement dans sa main. Le rouge lui monta aux joues. Caleb vit sa mâchoire se crisper et s'approcha immédiatement. « Léa, je vais prendre l'air, » dit-elle d'une voix étranglée. Elle se dirigea vers la terrasse avant qu'il ne puisse protester. Caleb la suivit, lançant au passage un regard glacial vers Caroline et ses amis, qui cessèrent brusquement de rire. Sur la terrasse, l'air frais de la nuit parisienne contrastait avec la chaleur étouffante de la salle. Léa s'appuya contre la balustrade, respirant profondément, ses épaules tremblantes. « Ne les écoutez pas, » dit Caleb en s'approchant. « Elles ne vous connaissent pas. Mais elles ont raison, non ?» Léa se retourna, ses yeux brillants. « Qu'est-ce que je fais ici? Je suis votre femme de ménage. Vous m'avez amenée comme une expérience sociale. » C'est faux. Alors pourquoi? Sa voix se brisa. Pourquoi m'avoir invité? Par pitié, par ennui. Caleb s'approcha, le regard intense. Parce que vous êtes la seule personne dans ma vie qui me voit comme un être humain, pas comme un compte en banque, pas comme une connexion utile. Juste, moi. Léa le regarda, désarmée par la vulnérabilité dans sa voix. Et vous pensiez que m'exposer à ce monde m'aiderait comment exactement? Je pensais... Il s'interrompit, conscient de l'égoïsme de sa démarche. Je pensais que vous mériteriez de voir ce monde de l'intérieur, de réaliser qu'il n'a rien de magique, que ces gens ne valent pas mieux que vous. Mission accomplie, dit-elle amèrement. J'ai compris. Un silence pesant s'installa. Paris s'étendait devant eux, scintillant et indifférent. Au loin, la tour Eiffel clignotait, marquant l'heure. Je suis désolé, murmura Caleb. J'ai été égoïste. Je voulais quelqu'un de réel à mes côtés, ne serait-ce qu'une soirée. Je n'ai pas pensé à ce que cela vous coûterait. Léa essuya discrètement une larme. Le pire, c'est que j'ai adoré certains moments. Danser avec vous, parler littérature avec Julien, découvrir que certaines personnes ici sont réellement bonnes. Mais le prix est trop élevé, je comprends. Elle hocha la tête et se détourna, regardant la ville illuminée. Je veux rentrer chez moi. Avant que Caleb ne puisse répondre, la porte-fenêtre s'ouvrit. Julien Beaumont apparut, l'air préoccupé. « Pardon de vous interrompre, mais vous devriez revenir à l'intérieur. »« Pourquoi ?» demanda Caleb. « Parce que Caroline de Montfort vient de poster une photo de vous deux sur Instagram avec une légende, disons, peu flatteuse. Et ça devient viral. » Léa ferma les yeux, comme si elle avait reçu un coup physique. « Qu'est-ce qu'elle a écrit ?» Julien hésita, puis tendit son téléphone. Sur l'écran, une photo de Léa et Caleb dansant, accompagnée du texte « Quand un milliardaire confond charité et divertissement. Cendrillon moderne, hic voyeurisme social, chez que Caleb Aran. » Déjà, des centaines de commentaires s'accumulaient. Certains défendaient Léa, mais beaucoup étaient cruels, moqueurs ou carrément insultants. Léa rendit le téléphone à Julien, la nausée lui serrant l'estomac. « Voilà, c'est fini. Demain, je serai la risée de tout Paris. »« Non, » dit Caleb fermement. « Demain, vous serez la femme qui a eu le courage de tenir tête à l'hypocrisie de cette société. » Mais ces mots sonnaient creux, et ils le savaient tous les trois. La soirée s'acheva dans un brouillard. Caleb et Léa quittèrent le bal sous les flashs des photographes, alertés par le scandale naissant. Dans la Mercedes, le silence était assourdissant. Henri conduisait en jetant des coups d'œil inquiets dans le rétroviseur. Léa regardait par la fenêtre, le visage fermé. Caleb voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour réparer ce qu'il avait brisé, mais les mots restaient coincés. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble de Léa, elle descendit rapidement. « Léa, attendez !» Elle se retourna, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Merci pour la soirée, monsieur Aran, mais je pense qu'il vaut mieux que nous en restions là. Vous démissionnez? Je ne peux plus travailler pour vous, pas après ce soir. »
Elle tourna les talons et disparut dans l'immeuble, laissant Caleb debout sur le trottoir, le cœur brisé par une douleur qu'aucune fortune ne pourrait jamais guérir. Les jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé pour Léa. Le lendemain du bal, son téléphone explosa de notifications. Des journaux en ligne avaient repris l'histoire. Des blog people commentaient chaque détail. Des internautes qu'elle ne connaîtrait jamais débattaient de sa moralité, de ses intentions, de sa légitimité à avoir franchi les portes du Shangri-La. Un Cendrillon du 18e, histoire d'amour ou coup de pub? Un milliardaire et sa femme de ménage au bal, romantisme ou mépris de classe? Qui est Léa Montérieux, la mystérieuse accompagnatrice de Caleb Aran? Elle cessa de lire après le 3e article. Sa mère, inquiète, lui prit le téléphone des mains. « Arrête de te torturer avec ça. Comment je vais trouver du travail maintenant? Qui voudra m'embaucher après ce scandale? Les gens oublient vite, ma chérie. Dans une semaine, ils parleront d'autre chose. » Mais Élise avait tort. Une semaine passa, puis 2, et l'histoire refusait de mourir. Chaque nouvel article générait son lot de commentaires, de jugements, d'opinions non sollicitées sur une vie qui n'appartenait qu'à Léa. Elle chercha du travail, mais chaque employeur potentiel la reconnaissait. Certains la rejetaient par gêne, d'autres par méfiance, d'autres encore avec un sourire narquois qui disait clairement « Nous savons qui tu es ». Son frère, Lucas, subit également le contre-coup. À son lycée, des camarades le harcelaient avec des blagues cruelles sur sa sœur, la boniche qui voulait devenir princesse. Il rentra plusieurs fois avec des bleus, refusant d'expliquer leur origine. « C'est rien », marmonnait-il, « laisse tomber. » Mais Léa voyait bien que ce n'était pas rien. Elle avait brisé quelque chose en acceptant cette invitation, et les éclats blessaient ceux qu'elle aimait. Pendant ce temps, dans son appartement du 16e, Caleb sombrait dans une spirale similaire. Il n'avait plus de nouvelles de Léa. Elle ne répondait pas à ses messages, ne décrochait pas quand il appelait. Son appartement, autrefois impeccablement entretenu, accumulait la poussière et le désordre. Il avait engagé une nouvelle femme de ménage, mais elle n'était pas Léa. Personne ne pourrait être Léa. Au bureau, ses associés le pressèrent de faire une déclaration publique, de gérer la crise. Philippe Marchand avait été particulièrement insistant. « Tu dois clarifier la situation, dire que c'était un geste caritatif, une bonne action, quelque chose qui te redonne une image positive. Je refuse de la traiter comme une œuvre de charité, » avait répondu Caleb froidement. « Alors tu la traites comme quoi, ta petite amie? Sois sérieux, Caleb. Sors de mon bureau. » Philippe était parti en secouant la tête, convaincu que son associé avait perdu la raison. Peut-être avait-il raison. Caleb ne dormait plus, mangeait à peine, passait ses nuits à parcourir les réseaux sociaux, lisant chaque commentaire cruel sur Léa, chaque jugement hâtif. Il voulait les combattre tous, les faire taire, protéger celles qu'il avait mises en danger. Mais il ne pouvait rien faire. Un matin, 3 semaines après le bal, Julien Beaumont sonna à sa porte. « Tu as une tête épouvantable », dit-il en entrant sans y être invité. « Merci de ta visite amicale. Je suis sérieux. Tu dépéris. Pour une femme que tu prétends à peine connaître. » Caleb s'effondra sur son canapé. « Je l'ai détruite, Julien. Elle cherche du travail et personne ne veut l'embaucher. Son frère se fait harceler au lycée. Sa mère est malade et stressée. Et tout ça parce que j'ai eu l'idée égoïste de vouloir une soirée authentique. » Julien s'assit en face de lui. « Tu l'aimes. »« Quoi? Tu es amoureux d'elle, c'est évident. » Caleb ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Il resta silencieux un long moment, laissant la vérité s'installer. « Oui, » murmura-t-il finalement. « Oui, je l'aime. Et elle? Elle me déteste probablement. Avec raison. » Julien soupira. « Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? La laisser tranquille, disparaître de sa vie, lui permettre de reconstruire ce que j'ai détruit. » Exactement. Caleb hocha la tête, une douleur sourde lui comprimant la poitrine. « C'est la première fois de ma vie que je veux quelque chose que l'argent ne peut acheter, et je ne peux pas l'avoir. »« Non, » dit doucement Julien, « tu ne peux pas. » De son côté, Léa tentait de reconstruire sa vie morceau par morceau. Elle s'inscrivit dans une agence d'intérim qui accepta de l'embaucher pour des missions de nettoyage dans des bureaux. La nuit, quand personne ne la verrait,
Elle travaillait de 22 heures à 6 heures du matin, dormait quelques heures, puis s'occupait de sa mère et de Lucas. Sa vie était devenue une roue de hamster épuisante, mais au moins, elle avait repris le contrôle. Anaïs passait la voir régulièrement, apportant du café et des pâtisseries. « Tu dois arrêter de te punir », disait-elle. « Ce qui s'est passé n'était pas ta faute. »« J'ai accepté », répondait Léa. « J'aurais dû savoir. »« Comment aurais-tu pu savoir ? Tu n'es pas médium. » Un soir, alors qu'elle nettoyait les bureaux d'une entreprise de conseil, Léa tomba sur un magazine abandonné sur un bureau. En couverture, un article sur Caleb Aran, le milliardaire solitaire. Où est passée sa mystérieuse cavalière ? Elle ne put s'empêcher de lire. L'article décrivait un Caleb changé, distant, qui refusait toute interview et se retirait progressivement de la vie sociale parisienne. Des proches anonymes le décrivaient comme brisé, obsédé par une femme qu'il ne peut plus voir. Léa referma le magazine, le cœur serré. Une partie d'elle voulait le haïr pour ce qu'il avait fait, mais une autre partie, plus petite et plus honnête, se souvenait de son regard quand il dansait, de sa voix quand il lui disait qu'elle était remarquable. Elle se souvenait de l'homme derrière le milliardaire. Et malgré tout, malgré le chaos et la douleur, elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il pensait à elle autant qu'elle pensait à lui. 2 mois s'écoulèrent. L'hiver parisien s'installait, apportant avec lui des ciels gris et une pluie fine qui semblait ne jamais cesser. Léa avait trouvé un rythme, aussi épuisant soit-il. Ses missions d'intérim s'enchaînaient, lui permettant de payer les factures, même si elle dormait à peine 4 heures par nuit. Un soir de décembre, alors qu'elle attendait le bus après son service, elle croisa Madame Duchamp, la directrice de fondation du bal. La femme la reconnut immédiatement. « Mademoiselle Montérieux, quelle surprise !» Léa se raidit, s'attendant au pire. Mais Madame Duchamp souriait chaleureusement. « Comment allez-vous ? » ?»« Bien, merci, » mentit Léa. « J'ai essayé de vous contacter plusieurs fois concernant la bourse dont nous avions parlé. Vous n'avez pas répondu à mes courriels. » Léa baissa les yeux, honteuse. « Je pensais que vous ne voudriez plus avoir affaire à moi après tout ce qui s'est passé. » Madame Duchamp fronça les sourcils. « Pourquoi donc ? Vous n'avez rien fait de mal. Mais le scandale... Un scandale créé par des gens mesquins qui n'ont rien de mieux à faire. Cela ne change rien à qui vous êtes ni à ce que vous méritez. » Les larmes montèrent aux yeux de Léa. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin d'entendre ces mots. « La bourse est toujours disponible si vous êtes intéressé, » continua Madame Duchamp. « Nous pourrions même vous aider à trouver un emploi à temps partiel compatible avec vos études. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Et venez me voir demain à mon bureau. » Madame Duchamp lui tendit une carte, serra sa main avec affection et s'éloigna sous la pluie. Léa resta immobile, la carte dans la main, sentant pour la première fois depuis des semaines qu'un avenir était peut-être encore possible. Le lendemain, elle se rendit à la fondation. Les bureaux étaient situés dans un bel immeuble haussmannien du 7e arrondissement. Madame Duchamp la reçut chaleureusement et lui expliqua les modalités de la bourse. Frais de scolarité pris en charge, allocation mensuelle pour les dépenses, possibilité d'un emploi à la bibliothèque de la Fondation. « C'est trop généreux », murmura Léa, submergée. « C'est exactement ce dont vous avez besoin. Acceptez, Léa, vous le méritez. » Pour la première fois depuis le bal, Léa sentit l'espoir renaître. Elle signa les papiers, les mains tremblantes. Sa vie n'était pas finie. Elle pouvait recommencer. De retour chez elle, elle annonça la nouvelle à sa mère et à Lucas. Élise pleura de joie. Lucas la serra dans ses bras avec une force qui la surprit. « Je savais que tu y arriverais, » dit-il. « Tu arrives toujours à tout. » Cette nuit-là, Léa s'endormit sans cauchemar pour la première fois depuis des mois. Pendant ce temps, Caleb prenait une décision radicale. Il convoqua Philippe et les autres associés dans la salle de conférence. « Je me retire temporairement de la direction opérationnelle, » annonça-t-il. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. « Tu... quoi ?» balbutia Philippe. « Je reste actionnaire principal, mais je confie la gestion quotidienne à un directeur général. J'ai besoin de temps. » « Temps pourquoi ? Pour comprendre qui je suis quand je ne suis pas défini par cette entreprise. » Philippe secoua la tête, incrédule. « C'est à cause de cette fille, n'est-ce pas ?
Cette femme de ménage qui t'a fait perdre la tête. Caleb le regarda froidement. Cette femme s'appelle Léa. Et oui, elle m'a ouvert les yeux sur le fait que je vivais une vie vide. Si c'est perdre la tête, alors tant mieux. Il quitta la réunion sans attendre de réponse, laissant ses associés abasourdis. Les semaines suivantes, Caleb disparut presque complètement de la scène publique. Il vendit son appartement du 16e et loua un plus modeste dans le Marais. Il donna une partie importante de sa fortune à des associations caritatives, dont celle de Madame Duchamp, sans savoir que Léa en bénéficiait indirectement. Il commença à faire du bénévolat dans des soupes populaires, à lire des livres qu'il avait négligés, à marcher dans Paris comme un homme ordinaire. Personne ne le reconnaissait sans son costume 3 pièces et son aura de puissance. Et lentement, quelque chose en lui commença à changer. Un soir de janvier, alors que Léa travaillait à la bibliothèque de la Fondation, son nouvel emploi à temps partiel, elle rangeait des livres dans la section littérature française quand elle entendit une voix familière. « Excusez-moi, je cherche un exemplaire de Madame Bovary. » Elle se retourna brusquement. Caleb se tenait là, vêtu d'un simple jean et d'un pull, sans les attributs du luxe qu'il avait toujours définis. Il semblait différent, plus mince, plus fatigué, mais aussi plus vivant. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla s'arrêter. « Caleb » murmura-t-elle. « Léa ». Un silence chargé d'émotions s'installa. Autour d'eux, la bibliothèque continuait sa vie paisible, indifférente au tumulte intérieur des deux personnes qui se faisaient de face. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda finalement Léa. « Je cherche un livre. Et apparemment, je vous ai trouvé aussi. Ce n'est pas drôle. »« Je ne plaisante pas. » Il s'approcha légèrement. « Léa, je sais que je n'ai aucun droit de vous parler après ce que j'ai fait. Mais s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. » Elle hésita, son cœur battant la chamade. Chaque instinct lui criait de fuir, de se protéger, mais une partie d'elle, celle qui se souvenait de la danse et de la sincérité dans ses yeux, voulait écouter. « 5 minutes, dit-elle finalement. Pas une de plus. » Ils s'installèrent dans un coin reculé de la bibliothèque, entre deux rayonnages de livres anciens qui sentaient le papier jauni et la poussière. Léa croisa les bras, gardant une distance prudente. Caleb s'assit en face d'elle, les mains jointes, cherchant ses mots. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il finalement. « Par des excuses, peut-être. Je suis désolé, profondément, sincèrement désolé. Ce que je vous ai fait subir était égoïste et irresponsable. » Léa le regarda sans répondre, attendant qu'il continue. « J'ai passé ces derniers mois à réfléchir, à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et la vérité, c'est que j'étais tellement perdu dans ma propre solitude que je n'ai pas pensé aux conséquences pour vous. Vous avez détruit ma réputation. Mon frère s'est fait harceler. J'ai perdu mon travail. Je sais, et je ne peux pas défaire ça. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais j'ai essayé de changer. J'ai quitté mon appartement, réduit mon train de vie, donné de l'argent à des causes qui comptent vraiment. Je fais du bénévolat. J'essaie d'être la personne que vous mériteriez de connaître. » Léa sentit sa résolution faiblir. Il semblait authentique, vulnérable d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue. Pourquoi? Pourquoi tout changer? Caleb leva les yeux vers elle, et dans son regard elle vit une honnêteté brute qui lui coupa le souffle. Parce que vous m'avez fait réaliser que la vie que je menais n'en était pas vraiment une, et parce que, il hésita, parce que je suis tombé amoureux de vous. Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa sentit son cœur s'emballer, ses pensées tournoyer dans sa tête comme une tempête. « Non, dit-elle finalement secouant la tête. « Non, vous ne pouvez pas dire ça. »« Pourquoi pas ? Parce que ce n'est pas réel. Vous êtes amoureux d'une idée, d'une version romantique de la pauvre fille qui vous fait vous sentir noble. C'est faux. » Léa se leva brusquement, la colère montant en elle. « Alors quoi? Vous m'aimez pour mon intelligence, ma culture, le fait que je lis Proust pendant mes pauses? C'est ça qui vous fascine? Une femme qui vous résiste ?» Caleb se leva à son tour, gardant néanmoins ses distances. « Je vous aime. Parce que vous êtes authentique, parce que vous avez sacrifié vos rêves pour votre famille sans vous plaindre, parce que même quand tout le monde vous jugeait au bal, vous avez gardé la tête haute, parce que vous me voyez comme un homme, pas comme un portefeuille. Et vous croyez que ça suffit ?» Les larmes montaient aux yeux de Léa.
Vous croyez que l'amour efface tout? Le scandale, l'humiliation, les mois que j'ai passés à reconstruire ma vie? Non. Je sais que ça ne suffit pas, mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Léa essuya ses larmes rageusement. Vous savez ce qui est tragique? Une partie de moi voudrait vous croire. Voudrait croire qu'on peut vivre dans un monde où un milliardaire et une femme de ménage peuvent être ensemble sans que ce soit un cirque médiatique. On peut essayer. Non. Elle recula d'un pas. Je ne peux pas vivre dans votre ombre, Caleb. Je viens juste de retrouver ma dignité, ma vie. Je ne la sacrifierai pas pour un amour impossible. Caleb hocha la tête lentement, acceptant sa sentence. Une douleur immense traversa son visage, mais il ne protesta pas. Je comprends, et je respecte votre décision. Il se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta et se retourna une dernière fois. Pour ce que ça vaut, vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Il partit, laissant Léa seule entre les rayonnages, le cœur brisé en 1000 morceaux. Elle s'effondra sur une chaise, les sanglots qu'elle avait retenus explosant finalement. Elle l'aimait aussi, depuis le début probablement. Mais l'amour ne suffisait pas quand deux mondes étaient trop éloignés pour se rejoindre. Cette nuit-là, seule dans son lit, Léa fixa le plafond et se demanda si elle avait fait le bon choix. La raison lui disait oui. Mais son cœur murmurait le contraire encore et encore, jusqu'à ce qu'elle sombre enfin dans un sommeil agité. Dans son appartement du Marais, Caleb faisait de même, contemplant une ville qui soudain lui semblait vide de sens. Il avait tout eu dans sa vie, sauf la seule chose qu'il voulait vraiment. Les jours suivants furent étranges. Léa reprit ses études, travaillait à la bibliothèque, s'occupait de sa famille. Mais une partie d'elle restait accrochée à ses 5 minutes avec Caleb, à ses mots, à la sincérité dans ses yeux. Anaïs remarqua son changement d'humeur. « Tu penses à lui? C'est ridicule. »« Non, c'est humain. » Léa soupira, posant son livre. « Même si je voulais essayer, comment ça pourrait marcher? Nos vies sont trop différentes. Peut-être, ou peut-être que vous êtes les seuls à croire qu'elles le sont. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Léa longtemps après qu'Anaïs soit partie, et lentement, une idée commença à germer, terrifiante, impossible, mais tenace. Et si elle n'avait pas à choisir entre son monde et le sien? Et s'il existait un espace entre les deux où ils pourraient se rencontrer, non pas comme un milliardaire et une femme de ménage, mais simplement comme deux personnes qui s'aimaient? L'idée grandissait, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus l'ignorer. 3 semaines passèrent sans nouvelles. Caleb respectait la distance que Léa avait imposée, même si chaque jour sans elle semblait plus long que le précédent. Il continuait son bénévolat, ses lectures, ses longues marches solitaires dans Paris. Mais le vide demeurait. Un samedi après-midi pluvieux de février, alors qu'il distribuait des repas chauds dans un centre d'accueil près de la gare du Nord, une voix le fit sursauter. « Vous avez oublié de donner du pain avec celui-là. » Il leva les yeux. Léa se tenait de l'autre côté de la table, vêtue d'un jean et d'un pull simple, les cheveux attachés, un tablier de bénévole noué autour de la taille. « Léa, qu'est-ce que... » « Madame Duchamp m'a dit que vous veniez ici tous les samedis. J'ai pensé que je pourrais aider aussi. » Caleb resta bouche bée. Elle lui sourit légèrement. Un sourire incertain, mais réel. « Vous allez rester planté là où vous allez me passer cette corbeille de pain. » Il lui tendit machinalement la corbeille, leurs doigts se frôlant brièvement. Un frisson parcourut son échine. Ils travaillèrent côte à côte pendant 2 heures, servant des repas, écoutant des histoires, offrant des sourires et de la dignité à des gens que la vie avait malmenés. Entre eux, les mots étaient rares, mais les regards fréquents. Quand le service se termina, Léa retira son tablier. « Vous voulez marcher un peu ?» demanda-t-elle. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Ils sortirent dans la rue grise et humide. La pluie s'était transformée en bruine fine. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, cherchant tous deux le courage de parler. « Pourquoi êtes-vous venus ?» demanda finalement Caleb. Léa inspira profondément. « Parce que je n'arrêtais pas de penser à ce que vous aviez dit, et parce que j'ai réalisé quelque chose. » « Quoi donc ? » ?»« Que j'avais peur. Pas de vous, mais de ce que représentait le fait d'être avec vous. Du jugement, du scandale, de redevenir cette fille qu'on moque dans les journaux. » Caleb hocha la tête, comprenant.
Mais ensuite, j'ai compris autre chose, continua-t-elle. Ma mère m'a dit quelque chose avant de mourir. Caleb s'arrêta net. Votre mère est... Léa hocha la tête, les larmes montant à ses yeux. Il y a 2 semaines, paisiblement, elle était prête. Léa, je suis tellement désolé. Elle essuya ses larmes. Ses derniers mots ont été « Ne laisse pas la peur décider à ta place ». J'ai réalisé que c'est exactement ce que je faisais. Je laissais la peur des autres, de leurs jugements, de leurs opinions, me voler la possibilité d'être heureuse. Caleb sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que vous dites ?» Léa le regarda enfin, ses yeux noisettes brillants d'émotion et de détermination. « Je dis que si vous êtes sérieux, si vous voulez vraiment essayer, pas le milliardaire et la femme de ménage, mais juste Caleb et Léa, 2 personnes qui s'aiment malgré tout ce qui les sépare. Alors, je veux essayer aussi. » Le soulagement et la joie qui envahirent Caleb furent si intenses qu'il faillit chanceler. Il s'approcha d'elle, lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. « Vous en êtes sûre ?»« Non, » admit-elle, avec un sourire tremblant. « Mais je crois que rien de vraiment important dans la vie ne vient avec des garanties. » Il prit doucement ses mains dans les siennes. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile. Les gens parleront. Ils jugeront. Je sais, mais cette fois, nous affronterons ça ensemble. Pas vous qui me protégez, pas moi qui me cache, ensemble. » « Ensemble », répéta Caleb, et ce mot sonnait comme une promesse sacrée. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de s'éloigner, mais elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, douces et hésitantes d'abord, puis avec une certitude grandissante. C'était un baiser qui contenait des mois de douleur, de regrets, mais aussi d'espoir et de possibilités infinies. Quand ils se séparèrent, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil perçait timidement les nuages gris. « On commence comment ?» demanda Léa. « Par le début. Un vrai premier rendez-vous. Pas de bal, pas de scandale. Juste vous et moi, un café et une conversation. » Elle sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. « J'aimerais beaucoup ça. » Ils marchèrent main dans la main vers un petit café du quartier, ignorant les regards curieux de quelques passants qui reconnaissaient vaguement le visage de Caleb des magazines. Mais cette fois, ni l'un ni l'autre ne s'en soucia. Dans ce café modeste, devant 2 tasses de café noir et quelques croissants, ils parlèrent de tout et de rien. De livres, de rêves, de Paris sous la pluie, de la vie qu'ils voulaient construire. Pas une vie parfaite, mais une vie authentique. « Mon frère veut vous rencontrer, » dit Léa. « Il dit qu'il doit s'assurer que vous êtes digne de sa sœur. » Caleb rit. Un son chaleureux et sincère qu'il n'avait pas produit depuis des mois. « J'ai hâte, et j'espère passer le test. Vous feriez mieux. Lucas peut être impitoyable. » Ils rirent ensemble, et dans ce rire se trouvait la promesse de lendemain possible. Dehors, Paris continuait sa vie indifférente, mais pour 2 personnes assises dans ce café, le monde venait de devenir infiniment plus lumineux. Les semaines qui suivirent furent un mélange étrange de normalité et de découverte. Caleb et Léa construisaient leur relation loin des projecteurs, loin du monde qui les avait jugés. Ils se voyaient dans des endroits simples. Petits restaurants de quartier, cinémas indépendants, promenades au bord de la Seine. Lucas avait effectivement soumis Caleb à un interrogatoire serré lors de leur première rencontre. L'adolescent, méfiant au départ, avait bombardé le milliardaire de questions sur ses intentions, ses valeurs, sa compréhension des responsabilités. « Si vous faites pleurer ma sœur encore une fois, » avait-il dit avec un sérieux qui contrastait avec ses 15 ans, « peu importe votre argent, vous aurez affaire à moi. » Caleb avait répondu avec le même sérieux. « Je comprends, et tu as raison de la protéger. Je te promets de faire tout mon possible pour la rendre heureuse. » Progressivement, Lucas s'était détendu. Il avait même admis plus tard que Caleb n'était pas aussi insupportable qu'il l'avait imaginé. Léa, quant à elle, reprenait ses études avec une énergie renouvelée. La bourse lui permettait de se concentrer sur ses cours tout en travaillant quelques heures à la bibliothèque. Elle excellait dans ses dissertations, retrouvant la passion intellectuelle qu'elle avait dû mettre en sommeil pendant des années. Un soir, alors qu'il dînait dans l'appartement modeste de Caleb dans le Marais, qu'elle avait trouvé infiniment plus accueillant que son ancien palais du 16e, elle lui parla de son projet de mémoire.
Je veux écrire sur la représentation des classes sociales dans la littérature du XIXe siècle. Flaubert, Zola, Maupassant. Comment ils ont capturé les tensions, les préjugés, les impossibilités de leur époque. Caleb sourit. C'est parfaitement approprié. N'est-ce pas? Elle rit. Qui aurait cru que ma vie deviendrait un roman réaliste? Sauf que dans notre version, la fin est heureuse. On ne connaît pas encore la fin, le taquina-t-elle. Alors écrivons-la ensemble. Mais le monde extérieur ne les avait pas complètement oubliés. Un jour, Julien Beaumont contacta Caleb avec une proposition. J'écris un article pour Le Monde sur l'évolution des classes sociales en France, les barrières invisibles, les préjugés qui persistent. J'aimerais que vous et Léa témoigniez, anonymement si vous préférez, mais votre histoire mérite d'être racontée autrement que par des tabloïds à sensation. Caleb en parla à Léa. Elle réfléchit longuement avant de répondre. Tu sais quoi? Faisons-le, mais pas anonymement. Je refuse de me cacher comme si nous avions quelque chose de honteux. Tu es sûr? Les commentaires pourraient être difficiles. Qu'ils commentent. Je sais qui je suis maintenant. Et je sais ce que nous sommes. L'article parut 1 mois plus tard. Julien y avait traité leur histoire avec respect et profondeur, la replaçant dans un contexte sociologique plus large. Il parlait des préjugés de classe, de l'illusion méritocratique, de l'hypocrisie d'une société qui prêchait l'égalité tout en maintenant des barrières invisibles. Les réactions furent mitigées. Certains lecteurs applaudirent leur courage, saluant une histoire d'amour qui défiait les conventions. D'autres restèrent critiques, affirmant qu'un milliardaire et une ancienne femme de ménage ne pourraient jamais vraiment être égaux. Mais quelque chose avait changé dans le ton général. L'histoire n'était plus un scandale à sensation, mais une conversation sur ce que signifiait vraiment l'amour au-delà des classes sociales. Madame Duchamp invita même Léa à témoigner lors d'une conférence sur l'éducation et la mobilité sociale. Debout devant une salle remplie d'étudiants, de professeurs et de philanthropes, Léa parla de son parcours avec une honnêteté désarmante. J'ai nettoyé des appartements de gens qui ne me voyaient pas. J'ai mis mes rêves en pause, parce que la survie était plus importante que l'ambition. Et puis un jour quelqu'un m'a vu, vraiment vu, pas ma fonction, pas ma classe sociale, mais moi. Et cela a tout changé. Le privilège existe, continua-t-elle. Prétendre le contraire serait malhonnête. Mais l'empathie aussi existe, la volonté de reconnaître nos différences tout en refusant qu'elles nous définissent. C'est difficile, parfois douloureux, mais c'est possible. L'ovation qui suivit son témoignage fut longue et sincère. Caleb, assis au fond de la salle, sentit sa gorge se serrer d'émotion. Elle était magnifique, non pas dans une robe de gala, mais dans sa vérité brute et courageuse. Après la conférence, alors qu'il marchait main dans la main vers le métro, Caleb avait vendu sa Mercedes, préférant désormais les transports en commun. Léa s'arrêta soudainement. « Quoi ?» demanda Caleb. « Je suis heureuse. » Elle semblait presque surprise par cette révélation. Vraiment profondément heureuse. Il l'embrassa doucement. « Moi aussi. Même sans ton appartement luxueux, sans tes voitures, sans tout ce qui te définissait avant, surtout sans tout ça. Je me sens enfin vivant. » Ils descendirent dans le métro, se mêlant à la foule du soir, musiciens de rue, employés fatigués, étudiants bruyants, couples enlacés, juste 2 personnes parmi des millions, anonymes et libres. Dans le wagon bruyant et bondé, serrés l'un contre l'autre, Caleb murmura à l'oreille de Léa « Je t'aime aussi », répondit-elle simplement. Et dans ces mots simples, échangés dans un métro parisien entre 2 stations, se trouvait plus de vérité et de beauté que dans tous les bals du monde. 6 mois s'écoulèrent. Le printemps parisien apportait sa lumière dorée et ses bourgeons sur les arbres. Léa terminait sa première année de retour aux études avec des notes exceptionnelles. Lucas avait trouvé sa place au lycée, même réconcilié avec certains camarades qui l'avaient harcelé. Et Caleb découvrait une vie qu'il n'aurait jamais imaginée, ordinaire, simple, mais infiniment riche. Un samedi de mai, il emmena Léa dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Ils prirent le RER jusqu'à une petite ville en banlieue, puis marchèrent à travers des rues résidentielles jusqu'à un bâtiment modeste. « Où m'emmènes-tu » demanda Léa, intriguée.
Tu verras. Ils s'arrêtèrent devant une bibliothèque communautaire, petite mais accueillante, avec des affiches colorées dans les fenêtres, annonçant des ateliers d'écriture et des clubs de lecture. « J'ai acheté ce bâtiment il y a 3 mois, expliqua Caleb. Enfin, ma fondation l'a acheté. On le transforme en centre éducatif gratuit, cours du soir, tutorat, soutien scolaire, pour les gens qui, comme toi autrefois, doivent jongler entre le travail et l'éducation. » Les yeux de Léa s'emplirent de larmes. Caleb, mais ce n'est pas tout. Il sortit une enveloppe de sa veste. « J'aimerais que tu diriges ce centre, pas comme bénévole, mais comme directrice, avec un vrai salaire, une vraie équipe. Tu pourrais finir tes études tout en aidant d'autres personnes à réaliser leurs rêves. » Léa ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un contrat de travail détaillé, un salaire plus que décent, des responsabilités qui correspondaient parfaitement à ses compétences et ses passions. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui ou dis non si tu préfères. C'est ton choix, Léa. Toujours. Elle le regarda longuement, puis se jeta dans ses bras. Oui, 1000 fois, oui. Ils visitèrent le bâtiment ensemble. Des salles de classe fraîchement rénovées, une bibliothèque fournie, des ordinateurs neufs, des espaces pour étudier en silence ou en groupe. C'était un rêve devenu réalité. « Comment vais-je te remercier ?» murmura Léa. « En étant heureuse, c'est tout ce que je veux. » Quelques semaines plus tard, le centre ouvrit ses portes. La cérémonie d'inauguration attira des médias locaux, quelques politiciens de quartier, mais surtout des dizaines de familles du voisinage. Léa prononça un discours simple et touchant sur l'importance de l'éducation accessible à tous. Julien Beaumont était présent, ainsi que Madame Duchamp et même le docteur Ferrand. Philippe Marchand, l'ancien associé sceptique de Caleb, fit même une apparition surprise. « Je te dois des excuses, » dit-il à Caleb en privé. « J'ai sous-estimé ce que tu essayais de faire, et j'ai sous-estimé mademoiselle Montérieux. »« Léa, » corrigea Caleb avec un sourire. « Elle s'appelle Léa, et merci. » Ce soir-là, épuisés mais heureux, Caleb et Léa s'assirent sur un banc dans le petit jardin derrière le centre. La lune brillait au-dessus d'eux et le parfum du jasmin flottait dans l'air. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Léa en posant sa tête sur l'épaule de Caleb. « Quoi donc ? Il y a 1 an, j'étais terrifiée à l'idée d'entrer dans ton monde. Maintenant, nous avons créé notre propre monde. Un endroit qui n'appartient ni à ta classe ni à la mienne, mais aux deux, et à tous ceux qui voudront le rejoindre. » Elle leva les yeux vers lui. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait devenir ça. Moi non plus. » Il l'embrassa doucement. « Mais je suis content que tu aies accepté ce bal finalement, même si tout ce qui a suivi a été un désastre. » Ce n'était pas un désastre. C'était douloureux, compliqué, mais pas un désastre, parce que ça nous a menés ici. Ils restèrent ainsi, enlacés sous le ciel étoilé, 2 personnes qui avaient traversé le scandale, le jugement et la douleur pour trouver quelque chose de rare. Un amour authentique qui transcendait les barrières que la société avait érigées. Dans les mois et années qui suivirent, leur histoire devint autre chose qu'un scandale ou un conte de fées. Elle devint un exemple, imparfait mais réel, de ce qui était possible quand 2 personnes choisissaient de voir au-delà des étiquettes et des conventions. Le centre éducatif prospéra, aidant des centaines d'étudiants à réaliser leurs rêves. Léa termina son master avec les honneurs et commença un doctorat tout en dirigeant le centre. Lucas obtint son baccalauréat et fut accepté dans une grande école d'ingénieurs, en partie grâce au programme de mentorat du centre. Caleb continua à simplifier sa vie, trouvant plus de satisfaction dans le bénévolat et la philanthropie discrète que dans les galas et les conseils d'administration. Il écrivit même un livre sur son parcours, dont tous les profits allèrent à des programmes d'éducation. Et un soir d'automne, dans ce même petit jardin derrière le centre, sous un ciel parsemé d'étoiles, Caleb s'agenouilla devant Léa avec une bague simple. Pas un diamant ostentatoire, mais une alliance en or blanc gravée d'une phrase de Flaubert. « L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. »« Veux-tu m'épouser » demanda-t-il simplement. Léa rit à travers ses larmes. « Cette citation est terrible pour une demande en mariage. Je sais, mais elle est honnête. L'amour est absurde, impossible, illogique, et pourtant c'est la seule chose qui compte vraiment. Alors oui, je veux t'épouser.
Leur mariage fut modeste. Quelques amis proches. Lucas comme témoin, Anaïs comme demoiselle d'honneur, Julien qui officia la cérémonie laïque. Pas de photographes, pas de magazine people, juste des gens qui les aimaient vraiment, célébrant un amour qui avait survécu à tout ce que le monde leur avait jeté. Et tandis qu'ils dansaient leur première valse, toujours aussi maladroite qu'au Shangri-La, dans la salle communautaire du centre, entourée de rires et de musique simple, Léa se pencha vers Caleb et murmura « Tu sais quoi? Je crois que nous avons réussi. » « Réussi quoi? À prouver que l'amour peut exister au-delà des étiquettes, que deux personnes de mondes différents peuvent construire quelque chose de beau ensemble. » Caleb sourit, la serrant plus fort contre lui. « Non, nous n'avons rien prouvé à personne. Nous avons juste vécu, authentiquement, et c'est largement suffisant. » Et dans cette salle modeste, loin des lustres de cristal et des regards scrutateurs, deux personnes qui avaient osé défier les conventions trouvèrent ce que tant d'autres cherchaient en vain dans les palais dorés, le bonheur simple et vrai d'être aimé pour qui on est vraiment.